Il existe une expression faciale qui ne dure pas plus de 3 secondes. Elle est si rapide que la plupart des gens ne la remarquent même pas consciemment. Pourtant, en ces 3 secondes fugaces, le visage de quelqu'un révèle quelque chose que les mots jamais n'oseraient admettre, la haine. Carl Jung a passé des décennies à étudier comment l'inconscient filtre à travers le masque social. Et le psychologue Paul Ekman a consacré sa vie à cartographier avec précision comment le visage humain trahit, les émotions que nous tentons désespérément de cacher. Ce qu'ils ont découvert ensemble est perturbant. Il existe une micro-expression spécifique qui apparaît lorsque quelqu'un ressent du mépris pour vous, et c'est la seule parmi les 7 émotions universelles qui soit asymétrique. Seul un côté du visage se contracte. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment détecter cette micro-expression. Je vais vous dévoiler les 5 signaux faciaux et corporels qui révèlent quand quelqu'un vous déteste en secret. Et, plus important encore, je vais vous expliquer pourquoi votre intuition le sait probablement déjà, mais votre esprit conscient refuse de l'accepter. Mais avant de continuer, je dois m'assurer que vous comprenez quelque chose que Jung a clairement expliqué. Chaque être humain possède une persona. C'est le masque que nous portons face au monde, le visage que nous montrons en public, la version de nous-mêmes que nous jugeons acceptable pour les autres. Mais, derrière cette persona, se cache l'ombre, tout ce que nous dissimulons, les sentiments que nous ne voulons pas admettre, les émotions que nous considérons comme honteuses ou dangereuses. La haine est l'une des émotions les plus refoulées dans la société moderne. Il n'est pas bien vu de haïr quelqu'un. Alors, les gens apprennent à la dissimuler. Ils apprennent à sourire, tout en ressentant du mépris. Ils apprennent à prononcer des paroles aimables, tout en fantasmant sur votre destruction. Mais l'inconscient ne ment pas. Et le visage est la fenêtre de l'inconscient. C'est pourquoi les micro-expressions sont si révélatrices. Ce sont des moments où l'ombre s'échappe à travers le masque de la persona, des moments où le véritable sentiment se manifeste avant que l'esprit conscient ne puisse le censurer. Et ces moments durent moins de 3 secondes. Paul Ekman a identifié 7 émotions universelles que tous les êtres humains expriment de la même manière, indépendamment de leur culture, de leur race ou de leur éducation. Le bonheur, la tristesse, la peur, la colère, la surprise, le dégoût et la plus révélatrice de toutes, le mépris. Le mépris est unique. C'est la seule émotion qui s'exprime de manière asymétrique, alors que les 6 autres émotions impliquent les 2 côtés du visage de manière symétrique. Le mépris n'en mobilise qu'un seul. Et voici le point le plus dérangeant. Le mépris est le principal prédicteur de divorce, selon le psychologue John Gottman. Lorsqu'une personne ressent du mépris pour une autre, la relation est condamnée, pas parce que le mépris est impossible à surmonter, mais parce qu'il indique quelque chose de profond. Il indique que cette personne vous considère comme inférieur, comme quelqu'un qui ne mérite pas de respect. Et c'est exactement ce que quelqu'un qui vous hait en secret ressent pour vous. Laissez-moi vous décrire avec précision à quoi ressemble la micro-expression du mépris. Imaginez le visage divisé en 2 moitiés verticales, dans le mépris authentique. Seule l'une de ces moitiés s'active. Plus précisément, un coin de la bouche se relève légèrement. C'est comme un demi-sourire. Mais ce n'est pas un sourire. C'est un geste de supériorité. Cette expression peut durer aussi peu qu'un 15e de seconde. C'est beaucoup trop rapide pour que votre esprit conscient puisse le traiter. Mais votre inconscient le capte. C'est pourquoi, parfois, vous sentez que quelque chose ne va pas avec quelqu'un, sans pouvoir expliquer exactement quoi. Jung appelait cela la fonction intuitive. Cette partie de vous, qui sait des choses, sans savoir comment elle les sait, cette voix intérieure, qui vous met en garde contre des personnes, avant que vous n'ayez de preuves concrètes. Votre intuition détecte des micro-expressions que votre esprit conscient ne remarque pas. Mais il y a d'autres signaux. Le mépris facial n'est que le premier signe. Il y en a 4 autres, que je vais vous révéler maintenant. Signe numéro 2. Le sourire qui n'atteint pas les yeux.
Le psychologue Paul Ekman appelait cela la différence entre le sourire de Duchenne et le faux sourire, le sourire de Duchenne, ainsi nommé en hommage au neurologue français qui l'a découvert, implique les muscles autour des yeux. Lorsqu'une personne sourit sincèrement, de petites rides se forment aux coins externes des yeux. Les yeux se rétrécissent légèrement. Il y a une chaleur, palpable. Mais quand quelqu'un vous hait et simule un sourire, seule la bouche bouge. Les yeux restent froids, calculateurs, morts. La prochaine fois que quelqu'un vous sourit, regardez ses yeux. Participent-ils au sourire? Y a-t-il de la vie en eux? Ou sont-ils comme deux trous noirs qui observent, sans ressentir quoi que ce soit? Le faux sourire est l'une des façons les plus courantes dont les gens dissimulent leurs véritables sentiments. Ils croient que s'ils bougent la bouche vers le haut, ils trompent tout le monde. Mais l'inconscient connaît la différence. Votre corps sait quand un sourire est réel et quand c'est un masque. C'est pourquoi, parfois, vous vous sentez mal à l'aise autour de certaines personnes, même si elles sont apparemment aimables. Votre système nerveux détecte l'incohérence entre ce qu'elles disent et ce qu'elles ressentent réellement. Signe numéro 3. Le distanciation physique involontaire. Quand nous apprécions sincèrement quelqu'un, notre corps se penche vers cette personne. C'est un mouvement inconscient. Nous voulons être plus proches. Nous voulons réduire la distance. Mais quand quelqu'un vous hait, son corps fait exactement l'opposé. Il se penche en arrière, crée une distance. Parfois, il croise les bras, comme une barrière. Parfois, il tourne légèrement le torse, comme cherchant une voie d'échappatoire. La recherche en communication non verbale montre que le positionnement corporel révèle des vérités que les mots dissimulent. L'affection authentique se penche vers l'avant. L'hostilité cachée se penche vers l'arrière. Et le plus révélateur, c'est que ces mouvements sont involontaires. La personne qui vous hait ne décide pas consciemment de s'éloigner de vous. Son corps le fait automatiquement, parce que l'inconscient ne peut pas mentir. Prêtez attention à la façon dont les gens se positionnent quand ils vous parlent. Se rapprochent-ils ou s'éloignent-ils? Leur torse est-il orienté vers vous ou vers ailleurs? Leurs pieds pointent-ils dans votre direction ou vers la porte? Le corps dit toujours la vérité. Il suffit d'apprendre à le lire. Signe numéro 4. L'absence de mimétisme. Il existe un phénomène en psychologie, appelé l'effet caméléon. Quand nous nous connectons sincèrement avec quelqu'un, nous commençons à imiter inconsciemment ses gestes, ses postures et ses expressions. Si vous vous penchez en avant, l'autre personne le fait aussi. Si vous croisez les jambes, elle croise les jambes. Si vous souriez, elle sourit. Ce mimétisme est un signe de rapport, de connexion, que l'autre personne est synchronisée avec vous. Mais quand quelqu'un vous hait en secret, le mimétisme disparaît. Il n'imite pas vos gestes. Il ne se synchronise pas avec votre énergie. Ils restent dans leur propre bulle, vous observant sans jamais connecter. C'est comme s'il y avait un mur invisible entre vous. L'absence de mimétisme est particulièrement révélatrice dans les longues conversations. Au début, on pourrait penser que la personne a simplement un style de communication différent. Mais si après 20 ou 30 minutes, il n'y a toujours pas de mimétisme, c'est un signal d'alarme, un vrai drapeau rouge. Votre inconscient le ressent comme de la froideur, comme une déconnexion totale, comme si vous parliez à un mur qui fait semblant d'être humain. C'est frustrant. Signe numéro 5, le contact visuel évitant. Ou, prédateur, c'est crucial. Le contact visuel est l'une des formes les plus intimes de communication non verbale. Quand on apprécie quelqu'un, on cherche son regard. On veut connecter. On veut voir et être vu. On veut cette confirmation. Mais quand quelqu'un vous haït, son schéma de contact visuel change dramatiquement. Cela peut se manifester de deux façons opposées. La première est l'évitement. La personne évite de vous regarder dans les yeux. Elle regarde ailleurs quand vous parlez.
Elle trouve toutes les excuses possibles pour ne pas soutenir votre regard. Cela se produit parce que maintenir un contact visuel avec quelqu'un qu'on déteste est émotionnellement difficile. Ça exige un niveau de fausseté que beaucoup de personnes ne peuvent pas soutenir. C'est épuisant. La deuxième forme est l'opposé. Le regard prédateur. Des yeux qui vous observent fixement, sans chaleur, sans cligner des yeux, comme s'ils étaient en train de vous évaluer, de calculer, d'attendre le moment opportun pour attaquer. C'est glaçant. Carl Jung dirait que c'est l'ombre, regardant à travers les yeux de la persona, le prédateur intérieur qui est normalement caché, mais qui occasionnellement se montre. C'est terrifiant. Si jamais vous avez senti que quelqu'un vous regardait d'une manière qui vous fait sentir comme une proie, croyez cette sensation. Votre instinct de survie détecte quelque chose que votre esprit rationnel veut ignorer. Écoutez-le. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que la plupart des vidéos sur ce sujet ignorent. C'est essentiel. Pourquoi ignorons-nous ces signaux? Pourquoi? Parce que, en réalité, nous les voyons. Notre inconscient les enregistre. Mais notre esprit conscient les rejette, les rationalise, les explique de manière qui nous permettent de continuer à croire que tout va bien. On se ment. Et cela se produit pour plusieurs raisons. La première raison est le biais de confirmation. Une fois que nous avons décidé que quelqu'un est bon, nous recherchons des preuves qui confirment cette croyance. On ignore ou on minimise tout ce qui la contredit. Ce regard froid, c'était juste un mauvais jour. Le sourire faux, c'était parce qu'il était fatigué. Ce commentaire blessant, c'était juste une blague. On se rassure. La deuxième raison est la peur du conflit. Accepter que quelqu'un vous hait signifie devoir faire quelque chose à ce sujet. Signifie confrontation, signifie changement. Et pour beaucoup de personnes, il est plus facile de vivre dans l'illusion que tout va bien, que d'affronter la réalité inconfortable. C'est une lâcheté. La troisième raison est ce que Carl Jung appelait la projection de l'ombre. Parfois, nous projetons nos propres qualités positives sur les autres. Nous supposons que parce que nous ne haïrions pas quelqu'un sans raison, il ne le ferait pas non plus. Mais cette projection nous aveugle à la réalité que tout le monde ne fonctionne pas comme nous. C'est une erreur. Et la quatrième raison est peut-être la plus douloureuse, le besoin d'appartenance. En tant qu'êtres sociaux, nous avons besoin de connexion. Nous avons besoin de sentir que nous sommes acceptés. Et admettre que quelqu'un d'important pour nous hait menace profondément ce besoin. C'est une vulnérabilité. Alors on ignore les signaux. On se convainc qu'on exagère. Et non, on se dit qu'on est paranoïaque. On se ment encore et encore. Mais l'intuition, rarement ment. Fiez-vous à elle. Laissez-moi vous parler de comment cela fonctionne au niveau neurologique. C'est fascinant. Votre cerveau a une structure appelée l'amygdale. Elle fait partie du système limbique, le centre émotionnel du cerveau. L'amygdale traite les menaces et les signaux sociaux beaucoup plus rapidement que le cortex préfrontal, qui est l'endroit où se produit la pensée rationnelle. C'est une question de survie. Cela signifie que votre amygdale détecte une micro-expression de mépris, avant que votre esprit conscient ait le temps de la traiter. Vous sentez le danger avant de comprendre pourquoi. C'est un instinct primaire, cette sensation d'inconfort autour de certaines personnes, cette tension dans l'estomac quand quelqu'un entre dans la pièce, ce besoin inexplicable de s'éloigner. Tout cela est votre amygdale qui vous avertit que quelque chose ne va pas. Écoutez-la, les scientifiques appellent cela le traitement subliminal. Votre cerveau capte des informations qui n'atteignent jamais votre conscience, et ces informations influencent comment vous vous sentez et comment vous agissez, même si vous ne savez pas pourquoi. C'est incontournable. Carl Jung avait raison. L'inconscient, c'est des choses que l'esprit conscient ignore. C'est profond. Mais voici le problème. La société moderne nous a enseigné à nous méfier de nos instincts. On nous dit que nous devons être rationnels, que nous devons avoir des preuves concrètes avant de juger quelqu'un, qu'il est mauvais de supposer le pire des gens. C'est un paradoxe. Et pendant ce temps, des personnes qui nous haïssent réellement bénéficient de notre résistance à voir la vérité. C'est tragique. Maintenant,
si vous êtes arrivé jusqu'ici. J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. Écoutez bien. Ce type de contenu requiert une recherche approfondie. Chaque vidéo représente des heures d'études des travaux de Carl Jung, des recherches de Paul Ekman, de la littérature scientifique sur la communication non verbale. C'est un investissement. Le bouton de Super Thanks juste en bas, ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est votre façon de dire « Ces connaissances me protègent ». C'est votre façon d'investir dans un contenu qui vous aide à naviguer dans un monde rempli de personnes qui n'ont pas toujours vos meilleurs intérêts en tête. Soyez lucide. Chaque Super Thanks me permet de consacrer plus de temps à créer des vidéos qui font réellement la différence. Pas du contenu superficiel qui répète ce que tout le monde sait déjà, mais des analyses profondes qui vous donnent des outils réels pour vous protéger. C'est un service. Si cette vidéo vous ouvre les yeux, si elle vous apporte de la clarté sur des situations dans votre vie, considérez montrer votre soutien. C'est un geste fort. Maintenant, laissez-moi vous parler des signes comportementaux qui accompagnent les micro-expressions. C'est essentiel pour comprendre, parce que le visage n'est pas la seule chose qui révèle la haine cachée. Il y a des schémas de comportement qui la confirment, des actions. Le premier est le compliment empoisonné. C'est l'un des favoris des personnes qui vous haïssent, mais qui ont besoin de maintenir les apparences. Ils disent de quelque chose qui sonne comme un compliment. Mais en réalité, c'est une attaque. C'est de la manipulation. Tu es tellement courageuse de porter ça. Je n'aurai jamais ta confiance de ne pas me soucier de ce que pensent les autres. Ça doit être agréable d'être aussi innocente. Chaque phrase a un message caché. Tu ne t'habilles pas bien. Tu es trop confiante. Tu es naïve. C'est caché. Mais c'est là. La personne qui dit cela maintient un sourire. Son ton est amical. Mais le message subliminal est destruction déguisée en amabilité. C'est pervers. Le deuxième schéma est l'humour qui blesse. Ils font des commentaires cruels. Et quand vous réagissez, ils vous disent que c'était juste une blague, que vous êtes trop sensible, que vous ne savez pas prendre une blague. C'est toxique. Cela leur permet de vous attaquer tout en maintenant une négation plausible. Si vous vous fâchez, c'est vous le problème. Si vous ne vous fâchez pas, le message toxique continue de pénétrer. C'est un piège. Carl Jung appelait cela la projection de l'ombre sur l'autre. La personne qui vous hait projette sa cruauté sur vous. C'est malsain. Soudain, c'est vous qui avez le problème, plus eux. Le troisième schéma, c'est la politesse excessive. Cela peut sembler contradictoire. Comment la gentillesse peut-elle être un signe de haine? Parce que la gentillesse sincère est détendue. Elle coule naturellement. Mais quand quelqu'un vous hait et force la gentillesse, elle devient rigide, excessive, presque robotique. Merci, s'il vous plaît. Passez une excellente journée. Chaque mot est correct, mais quelque chose cloche. C'est comme parler à un script au lieu d'une personne. Cette politesse excessive agit comme une armure. Elle maintient la distance, empêche toute connexion véritable. Elle vous permet d'interagir sans jamais vraiment vous connecter, comme si vous portiez un masque, constant. Le quatrième schéma, c'est l'incongruence émotionnelle. C'est quand les mots disent une chose et le visage en dit une autre. Ils disent que tout va bien, alors que leurs yeux sont remplis de fureur. Ils disent qu'ils sont heureux de votre succès alors que leur mâchoire est crispée de rage contenue. Les chercheurs appellent cela la tromperie de sourire de Duchenne. La personne maintient une expression agréable tout en disant des choses dévastatrices, ou maintient des mots neutres, tandis que son visage transmet de la haine. C'est un peu comme une pièce de théâtre où le décor ne correspond pas à la scène jouée. Votre inconscient détecte cette incongruence et vous envoie des signaux d'alarme. Mais votre esprit conscient se confond. Les mots étaient aimables. Pourquoi je me sens si mal? Parce que le visage a dit la vérité et les mots ont menti. Le cinquième schéma, c'est le sabotage subtil. C'est de l'action, pas seulement de l'expression. La personne qui vous hait trouve des moyens de vous nuire qui sont difficiles à prouver. Ils oublient de vous inviter à des réunions importantes. Ils ne vous transmettent pas d'informations cruciales. Ils vous donnent des conseils qui semblent bons, mais qui vous nuisent. Ils créent des obstacles invisibles sur votre chemin, comme des pièges subtils. Le sabotage est toujours niable.
C'était un oubli, c'était un malentendu, c'était une coïncidence. Mais quand le schéma se répète, ça cesse d'être une coïncidence. Carl Jung dirait que l'ombre de la personne agit contre vous. Pas directement, parce que ce serait trop évident, mais à travers des canaux cachés qui lui permettent de vous nuire, tout en maintenant le masque de la persona. Une sorte de manipulation psychologique. Maintenant, laissez-moi vous parler de la façon de vous protéger. Une fois que vous identifiez quelqu'un qui vous hait en secret, la première étape, c'est de valider votre perception. Arrêtez de douter de vous-même. Si quelque chose ne va pas, ça ne va pas. Votre intuition n'a pas besoin de justification rationnelle. Votre corps sait des choses que votre esprit n'a pas encore acceptées. C'est une forme d'écoute de soi. Cela ne signifie pas agir impulsivement. Cela signifie prendre au sérieux l'information que votre inconscient vous donne. Cela signifie observer avec plus d'attention. Cela signifie arrêter de rationaliser les comportements qui vous blessent. C'est un peu comme un détective qui suit son intuition. La deuxième étape, c'est de documenter les schémas. Une micro-expression isolée peut n'être rien. Un commentaire blessant peut être une mauvaise journée. Mais quand les schémas se répètent, ça cesse d'être une coïncidence. Soyez attentifs, mentalement ou par écrit. Notez quand la personne montre des signaux de mépris. Notez quand ses mots et ses expressions ne coïncident pas. Notez quand ses actions vous nuisent, alors que ses mots sonnent aimables. Avec le temps, les schémas deviennent indéniables. Et cette clarté vous donne le pouvoir d'agir, de reprendre le contrôle. La troisième étape, c'est de créer une distance stratégique. Vous n'avez pas à confronter quelqu'un qui vous hait pour vous protéger d'eux. Parfois, la confrontation ne leur donne que plus d'occasion de vous nuire. Au lieu de cela, créez de la distance. Réduisez le temps que vous passez avec cette personne. Limitez l'information personnelle que vous partagez. Protégez les zones de votre vie où ils pourraient vous faire du mal. Une sorte de bouclier invisible. Cette distance n'a pas à être dramatique. Vous n'avez pas à l'annoncer. Vous devenez simplement moins disponible, moins vulnérable, moins exposé, comme une tortue qui se rétracte dans sa carapace. La quatrième étape, c'est d'arrêter de chercher leur approbation. Or, si quelqu'un vous hait, aucune quantité d'effort de votre part ne va changer cela. Vous pouvez être parfait. Ils continueront à vous haïr. Parce que leur haine ne vous concerne pas. Elle les concerne. Carl Jung dirait que vous êtes la cible de leur projection de l'ombre. Vous représentez quelque chose qu'ils ne peuvent pas tolérer en eux-mêmes. Et tant que ce sera vrai, ils vous haïront. C'est un peu comme un miroir qui reflète leurs propres défauts. Vous libérez du besoin de leur approbation. Vous libère de leur pouvoir sur vous. Vous n'avez plus besoin de leur validation. Vous n'avez plus besoin qu'ils vous aiment. Vous pouvez coexister avec leur haine sans qu'elle vous détruise. La cinquième étape, c'est de vous entourer de personnes qui vous valorisent véritablement. Quand vous avez un cercle solide de personnes qui vous voient, qui vous apprécient, qui vous soutiennent, la haine d'une personne perd de son poids. Vous n'êtes pas seul contre le monde. Vous avez des alliés. Vous avez des personnes qui célèbrent vos succès au lieu de les saboter. Des personnes dont les sourires atteignent les yeux. Des personnes qui se rapprochent au lieu de s'éloigner. Un véritable cercle de soutien. Ces relations véritables vous donnent de la perspective. Elles vous rappellent que le problème, ce n'est pas vous. Elles vous donnent la force de tenir bon face à ceux qui vous veulent du mal. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que Carl Jung considérait comme central pour comprendre ces dynamiques. Carl Jung croyait que nous avons tous une ombre, cette partie de nous qui contient tout ce que nous rejetons. Et quand nous n'intégrons pas notre ombre, nous la projetons sur les autres. La personne qui vous hait en secret projette son ombre sur vous. Elle voit en vous des choses qu'elle ne peut pas tolérer en elle-même. Peut-être que votre succès lui rappelle son échec. Peut-être que votre liberté lui rappelle ses chaînes. Peut-être que votre authenticité lui rappelle sa fausseté. Vous ne pouvez pas changer cela. Vous ne pouvez pas faire en sorte qu'il vous voie différemment. Parce que ce qu'il voit, ce n'est pas vraiment vous. C'est leur propre ombre reflétée en vous. C'est comme si vous étiez un écran
sur lequel ils projettent leurs propres peurs et insécurités. Cette compréhension est libératrice. Elle vous enlève la responsabilité de réparer quelque chose que vous n'avez pas causé. Elle vous permet de lâcher l'espoir que si seulement vous faisiez les choses différemment, ils vous aimeraient. Ils ne vous aimeraient pas, parce que leur haine n'a jamais été à votre sujet. Il y a quelque chose de plus que je veux que vous compreniez sur les micro-expressions et la haine cachée. Les personnes qui vous haïssent en secret, souvent, ne savent pas consciemment qu'elles vous haïssent. Elles ont réprimé ce sentiment si profondément qu'elles croient sincèrement qu'elles vous apprécient ou au moins qu'elles vous sont indifférentes. Mais l'inconscient sait la vérité, et les micro-expressions en sont la preuve. Quand vous voyez cette moue de mépris traverser leur visage pendant une fraction de seconde, vous voyez leur vérité, pas l'histoire qu'ils se racontent à eux-mêmes, pas le masque qu'ils montrent au monde, mais ce qu'ils ressentent réellement au plus profond de leur être. Et cette vérité est plus fiable que tous les mots qu'ils peuvent dire. C'est la voix silencieuse de leur âme. Carl Jung a compris cela profondément. Il a compris que l'inconscient trouve toujours des moyens de s'exprimer, à travers les rêves, à travers les actes manqués, à travers les micro-expressions. Le matériel réprimé ne disparaît pas. Il cherche juste d'autres canaux. Quand vous apprenez à lire ces canaux, vous gagnez accès à des informations que les personnes ne veulent pas vous donner. Vous voyez ce qu'ils tentent de cacher, vous savez ce qu'ils ressentent réellement. Et cette connaissance vous protège. Laissez-moi vous donner quelques exercices pratiques pour développer votre capacité à lire les micro-expressions. La première étape, c'est de pratiquer l'observation passive. La prochaine fois que vous êtes dans une conversation, divisez votre attention. Une partie écoute les mots, l'autre partie observe le visage. Cherchez des moments d'incongruence, des moments où l'expression ne coïncide pas avec les mots. Vous n'avez pas à réagir à ce que vous voyez, juste observer, avec le temps. Votre capacité à détecter ces signaux s'aiguisera, devenant presque intuitive. Le deuxième exercice, c'est de revenir sur des interactions passées. Pensez à des personnes qui vous ont éventuellement trahi ou qui ont révélé qu'elles vous détestaient. Maintenant, rappelez-vous les premières interactions avec elles. Vous remarquerez probablement que les signaux ont toujours été là. Les sourires qui n'atteignaient pas les yeux, la distanciation physique, l'absence d'effet caméléon. Cet exercice rétrospectif vous apprend à faire confiance à votre intuition. Il vous montre que vous avez toujours su la vérité, même si vous ne vouliez pas la voir ou l'admettre. Une intuition souvent étouffée par le désir de plaire. Le troisième exercice, c'est d'observer des inconnus dans des lieux publics. Observez les interactions entre d'autres personnes. Il est plus facile de voir les dynamiques quand vous n'êtes pas émotionnellement impliqué. Notez les sourires faux. Notez les micro-expressions de mépris. Notez comment le corps révèle ce que les mots occultent. Une véritable pièce de théâtre, silencieuse. Cet exercice vous transforme en un meilleur observateur, en général. Et cette compétence se transfère à vos propres interactions. Vous commencez à voir les motifs, les failles. Carl Jung, le grand psychologue, a dit quelque chose que je veux que vous vous rappeliez toujours. Il a dit que, tant que vous ne rendrez pas conscient l'inconscient, il vous gouvernera, et vous l'appellerez destin, une phrase profonde, qui résume toute la complexité de l'âme humaine. Les personnes qui vous haïssent en secret opèrent depuis l'inconscient, tant le vôtre que le leur. Elles ne savent pas pourquoi elles vous détestent. Vous ne savez pas pourquoi vous vous sentez mal à l'aise. Et ce jeu inconscient continue de gouverner la relation, créant des tensions invisibles, mais bien réelles. Mais quand vous rendez conscient l'inconscient, vous brisez le schéma, vous voyez la vérité, vous comprenez la dynamique, et vous n'êtes plus victime de forces que vous ne comprenez pas. La connaissance, c'est le pouvoir. C'est exactement ce que cette vidéo vous donne, de la conscience, de la clarté, des outils pour voir ce qui était caché auparavant. Une véritable boîte à outils psychologique pour naviguer dans les relations humaines. Et avec cette vision, vous pouvez vous protéger de manière efficace, anticiper, comprendre, agir, au lieu de réagir. Maintenant, je veux vous entendre. Vous,
Commentez mépris si vous avez déjà capté cette micro-expression chez quelqu'un et avez ensuite confirmé qu'il vous détestait. Commentez intuition si vous avez toujours su que quelqu'un vous détestait, même si vous ne pouviez pas expliquer pourquoi. Et dites-moi lequel des 5 signes vous avez observé le plus fréquemment dans votre vie. Je lis tous les commentaires et réponds à ceux que je peux. Votre expérience est précieuse et peut aider d'autres personnes. Si cette vidéo vous a aidé à voir quelque chose que vous ne voyiez pas avant, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Aidez-le à ouvrir les yeux. Parfois, la différence entre être victime et être protégé, c'est simplement savoir lire les signaux, savoir décrypter le langage, silencieux, du corps et des émotions. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de votre intuition.